Foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team, c'est toujours comme d'habitude chaque vendredi midi en direct avec vous sur le stream, avec vos commentaires, vos messages, vos questions, on y répond, on est avec vous. L'échec, c'est pitoyable. Je continue ? C'est pire que la remontada, vous ne l'avez pas dit ça encore. Non, c'est vrai. Parce qu'en effet, Mais j'en avais encore sous le pied. Le mercredi 8 mars 2017, même le jeudi matin, les supporters parisiens étaient déjà en pleurs. Au corps comme ça, Il est pathétique. Vraiment l'icône, pathétique, mais un peu de respect. Non mais pardon, vous êtes. J'ai vu sa naissance sur les réseaux sociaux il y a 10-12 ans. Ouais, hein. non, Je l'ai suivi depuis tous les jours. C'est un ami de la famille, quoi. Mais Vous n'exagérez pas un tout petit peu? Non, pas du tout. non, vous ne pouvez pas comprendre, mais je vous dirai pas pourquoi. Peut-être une question de génération. En plus, il ne faut pas avoir la mémoire courte parce que Ronaldo, il emmène jusqu'en quart de finale la Juve. Et derrière, il y a un des tauliers de la Juve, pas Mandzukic, mais il était absent aussi, mais Chiellini qui n'est pas là sur les 2 matchs contre l'Ajax. Et ça change tout dans une équipe. Parce que je suis un homme bon, tout simplement. D'accord. Voilà. Mais Valérie, le problème... Je veux pas mettre à mal votre couple, mais S'il y a des photos, c'est uniquement pour le travail. Bonjour Thibaut Vazirien. Salut, ça va? Ça va? La Ouais, forme? Nickel. Alors merci de nous d'avoir accepté cette interview pour l'e-spop. Avec plaisir. Donc tu es la 3e personne qui va passer sur la chaîne. Cool. Donc on est ravis de te recevoir. Il faut savoir que Thibaut c'est une grosse personnalité du monde des médias et du monde de la télévision aujourd'hui, surtout au niveau du sport. Donc c'est un grand honneur pour moi de t'interviewer. Merci aux équipes d'H2O et de C8 de nous avoir accueillis dans une loge et de nous avoir laissé cette place-là. Ils nous ont mis le soleil, tout ça. Bon, on n'est pas trop mal. On essaye de faire en fonction, mais c'est très très bien, c'est très gentil. Alors on va parler de ton parcours de A à Z, du tout début, pour savoir comment tu as fait pour en arriver ici. Aujourd'hui, tu fonctionnes sur plusieurs émissions. Alors, tu es chroniqueur dans C'est que de la télé, l'émission de Valérie Benaïm sur C8. En plus de ça, tu fais la classe foot sur la team, la First Team. Ouais. C'est tous les matins, ça? Ça, c'est le vendredi midi en direct. Vendredi midi Et en après, direct. on est en replay sur YouTube, ouais. Et en plus, tu as la team Orange. Ouais, Team Orange Foot. Team Orange Foot. Donc là, c'est pareil, c'est sur Internet aussi. Ouais, Et vous remettez tout ça sur YouTube à chaque fois. ouais. Donc c'est aussi quelque chose où il y a énormément de vues, beaucoup de gens regardent. Donc c'est un public différent de ce que tu peux faire dans le divertissement et dans le sport. Donc on va parler de tout ça à la fin. Ouais. On va savoir comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Comment je T'es suis prêt? arrivé? Ouais, allez, c'est parti. Alors tu as commencé à 19 ans en tant que pigiste pendant tes études d'éco-gestion, si je me rappelle bien, où tu faisais des piges pour un quotidien qui s'appelait La Montagne. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et comment tu en es arrivé ici et tu as voulu être pigiste justement dans ce quotidien-là? Bon, déjà, tu as bien bossé, tu as tout retenu et tout, chapeau, merci de t'intéresser autant. Alors, comment à 19 ans, il y a eu ce déclic? En fait, depuis tout petit, quand on me demandait ce que je voulais faire, même en primaire, même au collège, qu'est-ce que tu veux faire, Thibaut? Alors, j'écrivais footballeur. Absolument, footballeur professionnel. Comme beaucoup de jeunes. Donc voilà, comme beaucoup de jeunes, on me disait non, mais un vrai truc, tu n'y arriveras pas. Et ensuite, je m'étais journaliste, je veux être journaliste, je savais même pas trop ce que c'était tellement vaste. Et on me disait non, mais autre chose là, parce que tu n'y arriveras pas non plus. Bon, pompier, j'en sais rien, moi, un truc. Bon, j'avais ces 2 trucs en tête. Il se trouve que assez tôt, j'ai joué à haute dose au foot, sport-études, 2 entraînements par jour, 13 ans nationaux, 15 ans nationaux. J'ai joué au foot, vraiment, j'en avais envie et c'était tout mon temps, tous mes loisirs et mes week-ends, mes soirs et week-ends. Sauf qu'avec le temps, tu arrives à te rendre compte que, percer, ça peut se faire sur un déclic, sur un coach, sur un peu plus de talent, sur un peu plus de ceci, de cela, que ça se joue à rien, et que finalement, tu as peut-être d'autres capacités, à la différence de certains coéquipiers qui jouent leur survie sociale, vitale, et toi, tu vas peut-être te diriger vers autre chose. Et petit à petit, les journalistes qui traitaient de nos matchs, qui faisaient les articles pour, à l'époque, le quotidien régional La Montagne, puisque j'étais en Auvergne où mes parents étaient partis bosser. Je suis né en banlieue parisienne, mais ensuite, la vie a fait que je suis descendu petit à petit à Auxerre, puis à Moulins, donc en Auvergne, à 1 heure de Clermont-Ferrand. Et c'est là-bas que le quotidien, donc phare, écrit les articles sur les matchs, et qu'un journaliste m'a dit, mais si tu fais rien cet été entre la préparation et la fin de tes études, là, mois de juin-juillet, là, eh ben, viens essayer d'être pigiste, bosser pour nous. Tu vas faire les brocantes, les chiens écrasés, et aussi le foot s'il y a de la place pour toi et que tu sais assez écrire. Et donc j'ai commencé comme ça en presse écrite. Et là je me suis dit, putain, 30 balles l'article, trop bien, je vais gagner ma vie et tout. Bon voilà, il faut bien démarrer. En fait j'étais en surkiff.
je pouvais foncer sur tous les thèmes avec plaisir, on m'envoyait où le chef voulait. Et j'ai commencé comme ça assez tôt finalement à délaisser un petit peu le foot, à comprendre que physiquement je pouvais pas tenir en bossant soir et week-end. Et donc j'ai reculé en division, j'ai commencé à prendre moins de plaisir parce que le foot aussi plus bas c'est un autre football. Et au contraire, je me suis dit que ce métier de journaliste me plaisait à fond, pas forcément dans le sport à la base. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai commencé en presse écrite pendant 4 ans. Alors là où c'est intéressant et ce que peu de personnes savent, c'est qu'on peut faire du journalisme entre guillemets en étant pigiste sans forcément avoir une formation de journaliste à la base. Ouais. Donc c'est-à-dire que toi tu étais en éco-gestion. Ouais. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui sont dans des rédactions différentes qui font ce métier-là même s'ils ne sont pas en école. Ouais. Donc ça permet à des gens de savoir s'ils veulent faire ça ou non en essayant d'intégrer des rédactions. Il y a 2 choses en plus très importantes, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir la carte de presse pour être journaliste. Ça c'est un truc corporatiste qui marche bien, hein, qui te donne des entrées, mais qui n'a rien à voir avec être journaliste déjà. Donc il y a plein de correspondants de presse qui travaillent dans les rédactions comme ça, province ou ailleurs, et qui sont journalistes, ça n'a rien à voir. Et donc en effet, ce métier est accessible à tous, ceux qui veulent s'en donner la peine, parce qu'en effet c'est mal payé et ça prend du temps. Donc il faut être passionné, voilà le truc. Mais en effet, moi j'étais plutôt dans le business à la base, hein, management, éco-gestion, voilà, je voulais élargir mon panel pour bosser, trouver du travail, c'était ça la base. Alors en mai 2017, à la suite de ça, dans 2007 pardon, tu intègres LCI. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à intégrer une entreprise comme LCI alors que tu nais d'un tout petit quotidien à la base? Ouais, tu jettes une pièce en fait et c'est comme ça que ça se passe. Non, en réalité, j'étais en année de master de journalisme après avoir eu donc cette fameuse licence de gestion, management, machin. Et j'avais 2 stages à faire dans l'année. J'ai fait un premier stage chez une ex-copine à Montréal parce que je me suis dit que c'était pas mal de voir ailleurs aussi ce qui se passait. Ça ouvre l'esprit de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc c'était francophone en plus et donc ça fonctionnait bien. Et en revenant, il fallait que je trouve un autre stage pour juillet, août, du côté d'un média où j'avais vraiment envie de bosser parce que ça y est, je me jetais dans la nature beaucoup plus que juste 3 mois à Montréal. Et là, pendant mes recherches, pour la première fois de ma vie, je vais sur tf1.fr, sachant qu'en 2007, il n'y avait pas Twitter, ça n'existait pas, Facebook commençait, YouTube, il n'y avait que des gens qui chantaient sous la douche. Hein. Donc c'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde. Et voilà, donc je vais sur tf1.fr, déjà tu ne sais même pas s'il va y avoir des annonces en ligne et tout, hein. Ça a vite évolué à l'époque. Et là, ils recherchent en urgence, je ne sais pas s'ils avaient posté l'annonce 1 heure avant ou 3, mais LCI recherche un stagiaire pour une émission. Parce que, c'était pas dit à l'époque, mais je l'ai su, le mec s'était barré, voilà, le matin il n'est pas arrivé, ils l'ont appelé, il a dit non mais je viendrai plus. Ah oui, c'est le dessin. Ouais. Et donc, en fait, en urgence, dès le lendemain, l'équipe était... dès le jour même, il m'appelle, tu peux être là demain. Moi, j'étais, je crois, à ce moment-là, j'étais à Paris. Et je dis, à fond. Donc, je me présente. Ils ont le temps de faire passer 2-3 personnes maxi en entretien. Et ils disent, de toute façon, on a mai, juin, début juillet à faire. Et si ça ne fait pas, bon, il aura fait 2 mois et on le dégage. Et moi, j'arrive avec mon style, sortie de vestiaire de foot, avec mes idées, etc. aussi de province, avec mon background de 4 ans en presse écrite. Et je leur dis, ouais, non, mais je suis à fond pour apprendre le montage, tout, j'apprends vite. Et avec mon dynamisme, on va dire, et mon envie de ne pas compter mes heures, ils me prennent, ils tentent le coup, même s'il y avait peut-être des personnes un peu plus expérimentées dans la course. Et voilà comment je suis arrivé à LCI pour la fin de saison, donc la première saison d'LCI est à vous, qui était la première émission d'Actu Vue du Web. À l'époque, le patron, c'était Jean-Claude Dacier, l'ancien président de l'OM pour les footeux qui nous suivent. Et il y avait Damien Givlet, Christophe Beaugrand dans l'émission. C'était les débuts de cette émission, la première vraiment à la télé, qui parlait non pas de ce qu'on racontait dans les médias, dans les journaux, mais uniquement sur Internet. Donc à ce moment-là, tu es à l'antenne ou pas du tout? Non, je suis le stagiaire qui vient d'arriver et qui doit s'occuper de tout dans l'émission, le montage, trouver des idées, assister le présentateur. Il y avait un présentateur, un chroniqueur, assister le rédacteur en chef. Et en gros, c'est une petite équipe de 4-5 personnes. Et diffusion en fin de journée, fin de soirée, même 22h30 en moyenne d'un JT d'un quart d'heure. Et il fallait tout préparer. On était en horaire complètement décalé, donc on bossait de 14h à 1h du mat à peu près. Et c'est comme ça que je démarre. Et du coup, quand tu bosses de 14h à 1h du mat, tu oublies le foot parce que tu peux plus t'entraîner. Bah là, ouais, du coup, changement de vie complet. Ouais. Après ça, t'as commencé à faire l'animation du buzz. Ouais. C'était sur LCI encore une fois. Ouais, sur LCI, ouais. Je suis resté 8 ans et demi. Donc là, ouais, j'ai il y a tout eu appris énormément là-bas. de choses.
Donc là, sur cette émission, tu faisais venir et t'interviewer une personnalité qui faisait le buzz, entre guillemets, sur Internet. C'est ça, LCI est à vous. En fait, la quotidienne, donc le petit JT fonctionnait tellement bien qu'ils ont dit on le décline en hebdomadaire et chaque vendredi, vous invitez les gens qui font parler d'eux sur Internet. Donc on a fait faire leur première télé à Orelsan, au Palma Show, à plein de gens, à 1995, les rappeurs, donc avec Nekfeu, ils sont arrivés, ils savaient à peine parler, genre un plateau, ils avaient besoin d'un média training, ils nous ont fait une émission cata, mais il y en a plein comme ça qui sont. John Rachid aussi, désormais que tout le monde connaît, il a fait sa première télé chez nous, il venait de Lyon, limite il nous demandait de lui payer le train, on n'avait pas non plus trop de moyens. Rémi Gaillard est venu chez nous alors qu'il détestait la télé en premier, parce qu'on était l'émission qui mettait en avant ces gens en leur posant une question à la base il y a 12 ans, mais comment vous faites? Vous allez en vivre de votre truc, vous faites 5000 vues, comment ça va se passer? Aujourd'hui, ces mecs, ils gagnent des milliers et des cents, et tant mieux pour eux, parce qu'on essayait de dénicher ces talents, donc c'était dans la musique, dans la comédie, dans tout, et c'était le but de cette émission, mettre en avant. Alors, mais ça, là, je parle artistiquement, on ne faisait pas que des artistes, on faisait aussi décryptage des nouveaux métiers, qu'est-ce qu'un community manager, c'est en train d'arriver sur le marché, qu'est-ce que c'est? Voilà, on a fait toute cette avancée liée au web dans cette émission qui s'appelait le buzz. Aujourd'hui, c'est has-been le mot buzz, mais c'était les débuts du truc, et donc il y avait Bénédicte Le Châtelier, Benoît Galeret qui l'animait aussi, et en effet je l'ai animé, voilà, donc c'était un kiff parce qu'on était dénicheurs, et le moindre buzz on en parlait. Aujourd'hui c'est logique dans la télé, mais à l'époque pas du tout. Mais tu as fait aussi une émission qui s'appelait L'œil du web aussi à la suite de ça. C'était la déclinaison. C'est-à-dire que tu as beaucoup parlé d'internet à la télé. Est-ce que tu as été de ces premières personnes et est-ce que ça a été de ta volonté à toi surtout de parler de ce qui se passait sur internet parce que tu sentais que ça allait monter au fur et à mesure des années? Ou est-ce que c'était une proposition de quelqu'un d'autre? Non, c'est arrivé en fait très clairement de Jean-Claude Dacier qui a dit moi je suis un vieux con les amis, donc vous êtes les jeunes de la rédaction, expliquez-nous ce qui se passe sur internet. Et en effet, moi même si je venais du sport, j'avais pas du tout envie de m'enfermer que là-dedans, et j'ai surkiffé l'idée. Et donc j'ai foncé là-dedans, et encore aujourd'hui je suis passionné, je vais sur les petits sites d'insolites, de toutes les petites histoires et tout, j'adore ça. Si je pouvais en refaire, si j'avais le temps, je le referais, et même je remonterais un truc à la LCI est à vous au goût du jour, si je pouvais, parce que je pense que c'est vraiment ce qui intéresse les gens. Aujourd'hui on fait trop d'infos qui n'intéressent pas les gens, parce que c'est pas leur cœur, leur vie en fait. Aujourd'hui, traiter de ce dont les gens parlent sur Internet, c'est parler aux gens vraiment. Et donc c'est le cœur du métier même de journaliste. Et donc non, je suis toujours en kiff de ce thème, mais c'était pas du tout par défaut. Et ça fait partie de mes coups de cœur. Et je suis ravi d'avoir commencé là-dedans. Et le sport m'a juste rattrapé. Le fait que tu sois arrivé à l'antenne au début, en étant journaliste, parce que tu as quand même passé un master en journaliste, moi il y a une question que je me pose beaucoup et que beaucoup de gens peuvent se poser. Est-ce que pour toi, on est obligé d'être journaliste pour pouvoir faire de la télévision, notamment surtout de l'info? Non, tout est mêlé maintenant. Le mot journaliste aujourd'hui, c'est 400 métiers. Hein. Franchement, t'as chef d'édition, rédacteur en chef, journaliste, reporter, image, t'en as des milliers et des cents. Et le problème de l'antenne, de l'image, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'antenne. Donc déjà, faites-vous votre expérience, montez votre chaîne YouTube, créez des médias, amusez-vous. Vous allez rater plein de choses, ça va vous faire grandir et foncez ensuite sur des choses où là, vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Parce que le drame, c'est de se brûler. Mais à vrai dire, c'est sur Internet que ça se passe. Donc moi ça, j'y ai toujours cru aussi pour répondre à la question précédente. C'est pas un petit coup de cœur opportuniste. J'ai toujours dit à la télé et aux dirigeants des grands médias, mais si vous faites rien à les télés, vous allez vous faire bouffer par Internet. Non, mais Internet, les commentaires sur Twitter, c'est dangereux. Il n'y a rien de dangereux, c'est le monde, il est représenté par Internet. Donc foncez, parce que sinon vous allez vous faire avaler. Alors, merci déjà pour cet argument pertinent. Ensuite, tu arrives, tu fais l'affiche de la semaine, alors sur TF1. Ouais. Donc là, tu changes de chaîne, tu passes sur la première chaîne d'Europe. Ouais, c'était en plus, ouais. Donc ouais, en plus de ça, donc il y a je suppose un stress en plus. En plus, c'est présenté par Christian Jean-Pierre, donc c'est quand même quelqu'un. Comment tu te sens quand tu arrives sur TF1 et comment on te propose d'ailleurs d'arriver sur TF1? En fait, donc je faisais ce fameux œil du web et ces émissions web sur LCI. Et sur chaque grande compétition sportive, comme j'étais, on va dire,
mon vécu de petit sportif et mon background, mes connaissances aussi de joueurs, de professionnels du milieu faisaient que j'avais des infos. Donc à la Coupe du Monde 2014, ils me demandent de faire l'œil du web version sport pour chaque match, TF1 ayant les droits, etc. Oui, c'est Coupe du Monde 2014, ouais, je pensais à l'Euro, mais ouais. Et Christian Jean-Pierre intervient sur LCI. Et en fait, moi, je faisais l'humeur des internautes sur chaque match. Je diffusais les petites images en plus, les coulisses déjà avant les stories Instagram et avant Instagram, les coulisses, j'arrivais à les trouver par des petites images, des petites photos et toutes ces petites choses-là. Et Christian Jean-Pierre me dit, mais il n'y a pas ça dans Téléfoot, on n'a pas les petits trucs, on n'a pas toutes ces choses-là. Où tu trouves? Je dis, mais c'est facile, c'est mon métier, je trouve ça tout le temps. Et il me dit, ah bon, à Téléfoot, c'est ce que c'est, je vais peut-être pas pouvoir te faire rentrer à Téléfoot tout de suite. Et je fais, bah, de toute façon, je travaille déjà 5 jours sur 7, j'ai pas besoin de travailler le dimanche en plus. Mais du coup, j'ai une émission qui s'appelle l'affiche de la semaine le vendredi soir, où on fait des pronos, on est avec Franck Leboeuf, Marion Jolès, on s'amuse, et c'est un autre cadre, une autre ambiance. Viens dedans et viens essayer de mettre en fil rouge des petites images, faire une chronique, pourquoi pas. Et moi, je disais à fond. Et on n'avait pas la pression en plus vraiment de TF1, c'était diffusé le samedi matin et le soir, le vendredi après la deuxième émission. Et il y avait une super ambiance, Christian Jean-Pierre, un mec super humain, donc j'ai foncé là-dedans et ça m'a ramené au sport. Ben, en tout cas, je trouve ça assez énorme d'avoir participé à des émissions comme ça, parce que mine de rien, Oui. ça te fait travailler avec des gens qui ont quand même beaucoup de background en télé, et puis qui sont quand même des énormes professionnels. Donc je suppose que ça t'a appris énormément de choses. Alors à la suite de ça, en 2015, tu quittes le groupe TF1 et tu pars chez H2O. Ouais, c'est vrai. Donc, H2O, la société de production de Cyril Hanouna, pour faire l'émission. C'était là où tu crées l'émission avec Estelle Denis, Touche pas à mon sport. Ouais. C'est eux, c'est Cyril qui crée en effet ce concept d'émission sportive en quotidienne sur une chaîne en clair, comme ça c'est jamais vu. Et en effet, Estelle vient me voir, elle était à TF1. Je la faisais marrer entre guillemets avec mes petites images aussi qu'elle voyait tous les jours sur LCI. Et elle me dit, moi j'ai besoin de quelqu'un comme ça qui nous apporte des trucs, qui nous trouve des images, qui nous apporte le truc en plus, parce qu'une quotidienne, il faut que ça vive. On n'aura pas forcément 10 000 moyens de tournage dans la France entière, donc il faut trouver d'autres solutions. Et moi je lui dis, mais à fond, je suis à 8 ans et demi, presque 9 ans à TF1. Chaque année, il me proposait de nouvelles choses, chaque année j'avais des super rencontres, je trouvais des gens passionnants. Mais quand on te propose une nouvelle opportunité et que pour moi, le cœur du métier qu'on fait, c'est les rencontres comme ça, c'est de la discussion, c'est du partage, je lui dis « Ah, c'est cool, allez vas-y, on va s'amuser ». Alors il y a certaines personnes qui m'ont dit « Mais t'es bien à TF1, tu as commencé à 25 piges, tu vas finir à 65, tu vas faire tes 40 ans là-bas ». Je dis « Ah, moi je veux surtout pas ça ». Je reviendrai s'il faut, et s'il y a des nouvelles aventures, des choses à faire. Mais moi, je veux rencontrer des gens, voir des nouvelles façons de faire. Cyril Hanouna, je le connaissais depuis Comédie, j'avais envie de voir qui c'était vraiment. Estelle Denis, je connaissais forcément, et déjà à TF1, on s'entendait très bien. Donc, le mélange des deux, j'ai dit vas-y on fonce. Et en effet elle m'a dit bah, tu seras le chroniqueur tous les jours avec moi, fil rouge ou chronique, on voit ça. Et il y aura d'autres personnes en plateau aussi qui viendront et qui seront interchangeables pour faire du débat, etc. Et donc j'ai fait toutes les émissions avec elle tous les jours. Je suis arrivé à H2O et c'est là-bas que je me suis dit j'ai quand même envie de bénéficier de cette liberté continuelle et donc j'ai monté ma boîte. Et aujourd'hui je facture mes prestations et je suis à droite à gauche, ce qui me permet aussi d'être sur YouTube, chez Orange et ailleurs. Et ça, bah, la liberté a un prix, c'est la précarité. L'été, il n'y a pas de médias qui tournent beaucoup, donc je ne suis pas payé. Mais la liberté n'a pas de prix, donc je fonce là-dedans. Et ça, ouais, c'est cool. Alors, tu l'as très bien dit, tu as parlé du fait que tu ne voulais pas rester chez TF1 pendant 40 ans pour faire toujours la même chose. Tu arrives aux côtés d'Estelle Denis sur une chaîne qui est D8 à l'époque. Ouais, juste, ça change en cours. Ouais, ça change à ce moment-là. Est-ce que tu as une certaine pression de te dire je vais sur une chaîne plus petite, mais c'est un nouveau défi pour moi, ou tu te dis non, justement j'arrive de chez TF1 donc ça va être plus tranquille? C'est un changement d'exposition totale parce qu'en fait, moi principalement je bossais sur LCI et LCI c'est l'info qui passe avant le journaliste. Sur C8, c'est clair, les personnages et les gens, les comédiens, les journalistes passent avant, entre guillemets, ou sont à égalité avec l'info. Donc les gens les repèrent beaucoup plus. Donc on crée finalement un personnage, une image qui est le cœur du métier télé. Parce qu'aujourd'hui en télé, si on n'existe pas à l'antenne, je ne parle pas des métiers autres, hein, en régie, etc. Mais je veux dire à l'antenne, si on n'existe pas, si on est fantomatique,
ça ne sert à rien d'y être. Donc moi j'avais fait le choix, on va dire naturel, parce que ça s'est fait petit à petit à LCI, d'être à l'antenne, donc il fallait y aller à fond. Et si ça marche pas, je ferai autre chose. J'ai toujours dit ça d'ailleurs, même je changerais de métier. Mais aujourd'hui, je rencontre des gens bien, des super aventures, et je m'éclate, donc je continue. Mais ce que je veux dire, c'est que C8, c'était l'opportunité de me montrer plus, montrer ce que j'aime faire, et surtout un nouveau challenge. J'ai joué au foot, j'adore la compétition. Ouais. Il y a des échecs qui font grandir, etc. Ça pouvait en être un, mais c'est pas grave, on fonce. Et pour revenir aussi à une de tes autres questions, mais si vous commencez dans le métier, mais essayez de varier les expériences, de rencontrer des gens différents, de voir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Il y a un truc que tu n'aimes pas. Moi, j'ai fait 2 mois, par exemple, au journal Le Point. Il y a peu de gens qui le savent. C'était un stage. Et en fait, ça m'a pas fait kiffer du tout. Hebdomadaire, tu écris un article dans la semaine, une enquête, bon. Et après, tu as fini. Non, moi je voulais que ça bouge plus. Donc voilà, il y a des gens super là-bas, mais moi c'était pas mon kiff. Donc chacun, tu vois, chacun aussi sa personnalité. Ouais, exactement. À partir de 2016, tu as commencé aussi à faire des interviews pour Orange. Donc tu as rencontré pas mal de personnalités. Quelle est pour toi la personnalité que tu as interviewée que tu as le plus marqué? Là dernièrement, il y a moins d'1 an, c'était Zidane. Il y a quand même un autre joueur qui a changé, le numéro 10, il n'existe plus trop. Comme tu jouais, c'est différent? Pas forcément, non. Pas forcément, et pour moi, il ne faut pas qu'il disparaisse. Après, forcément que dans une équipe, un entraîneur a plusieurs schémas de jeu. Mais moi, je veux pas le perdre, mon numéro 10. Alors, j'avoue, je le dis honnêtement, je suis génération Zidane dans mon kiff de fan de foot, etc. Mais pour moi, l'immense joueur de cette génération, c'est Ronaldo, le Brésilien. J'étais en surkiff total de ce joueur qui m'a fait vivre des émotions folles. Zidane il nous a fait gagner la Coupe du Monde et j'étais en kiff, mais Ronaldo pour moi était autre chose. Donc quand on m'a dit, bon, il y a moyen qu'on puisse avoir l'interview à Madrid de Zidane entre le quart de finale et la demi-finale de la Ligue des Champions, il y avait plein de gens du côté de chez Orange qui étaient en PLS, tu vois. Et moi j'ai dit, oh, ok, pas de problème, c'est cool, on va voir ce qu'il y a dans le ventre, on va voir ce qu'on va pouvoir lui poser comme question aussi, parce que vous vous doutez bien que pour un Zidane, il y a un micro, il y a une bulle qui est incroyable pour avoir l'interview, il faut que tout soit validé, hein, bien sûr, enfin, pas tout, mais il faut que tout soit validé, c'est-à-dire qu'il accepte que ce soit Thibaut Vésirian qui l'interviewe. Si mon nom lui dit rien ou lui dit pas et qu'il ne me sent pas, il ne le fera pas. Donc là, tout était validé, et en effet, j'ai révisé mon avis sur la personne, pas sur la personne ni sur le joueur, mais sur Zidane, le communicant, on va dire, en rentrant dans la pièce du studio avec lui à Madrid, où j'ai fait une demi-heure avant l'interview. Et là, j'ai fait ah ouais, il dégage une aura, un charisme complètement dingue. Quelque chose de phénoménal. En plus, on a pu lui parler, alors comme on était diffusé juste après les demi-finales, on n'a pas parlé des résultats bruts ni de son avenir, mais on parlait vraiment coaching avec lui. Donc positionnement des joueurs, artistes, rugueux, etc. Et là, il nous a fait une masterclass. Le mec, t'étais là. C'est la seule fois, j'ai interviewé Ronaldo, j'ai interviewé aussi de grandes personnalités, et j'en suis fier. Et c'est la seule fois de ma carrière de 10 piges, 12 piges, où il y a un moment donné, je me suis arrêté et je l'ai écouté comme ça. Et je me suis dit, oh Thibaut, pense à ta prochaine question, t'es dedans là en fait, là t'es à l'antenne. Et alors que j'étais là, oh putain, il parle bien. J'étais là. Et en plus, on avait invité 3 fans francophones français de Madrid qui pouvaient aussi intervenir donc, avec des questions prédéfinies. Et donc ils sont arrivés et eux, on leur a présenté qu'au dernier moment, au moment de l'antenne, parce qu'on voulait déjà filmer leur réaction et surtout parce qu'ils étaient comme ça. Ils étaient vraiment devant lui, Zidane quoi. Et moi, je me suis rendu compte plus après. Le pire, c'est qu'il y a à peu près tout le monde, tous les journalistes sportifs qui rêvent d'interviewer Zinedine Zidane, qui rêvent de l'avoir sur leur plateau de télé. Il en fait très peu. Je suppose qu'après ça, tu as dû te dire, voilà, j'ai réussi à faire une interview avec Zinedine Zidane, à m'en sortir, à faire les choses très bien. Je suis capable d'aller encore plus loin. En fait, tu sais, ma grande idée derrière ça, c'est de me dire, il a tellement été accessible, on a pu parler de choses qui l'intéressent et qui m'intéressent. Et pas uniquement combien tu gagnes, c'est quoi ton prochain contrat, est-ce que tu veux rester à Madrid. Ça, c'est pas les trucs qui m'intéressent, c'est comme les questions de bord de terrain. Alors vous avez bien joué, non, tu l'as vu, qu'on a mal joué. Vous avez pas pris les 3 points, ouais, on a perdu, on aurait bien aimé gagner. Je trouve ça un peu inutile, même si ça doit exister, c'est un peu inutile. Donc quand j'ai terminé ça, je me suis dit, il y a quand même une envie que j'ai, c'est de faire partager ces émotions aux gens.
rentrer dans le vif du sujet avec ses interviewés, donc ses Zidane et compagnie. Et pourquoi pas donc lancer une chaîne YouTube ou un programme d'interview, un peu à la clique que fait Mouloud sur Canal, mais vraiment pour les sportifs. Et c'est-à-dire aller les voir et vraiment leur parler de ce dont ils ont envie. Ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis quelques années maintenant. Et peut-être que je le mènerai à bien parce que j'ai toujours eu un bon feeling avec les sportifs. Et quand ils se lâchent, c'est tellement passionnant par rapport à quand ils ont la langue de bois quasiment tout le temps. C'est fatigant. Parce qu'eux, ils ont plus de facilité à parler parce qu'ils ne sont pas dans les médias en général et ils parlent plus facilement. Alors en 2017, tu animes même le 20h foot avec Pascal Pro. Là, c'est une émission où tu es vraiment que sur ce sport-là. Ouais. Est-ce que c'est toi qui décides d'y aller, on te contacte ou comment ça se passe? C'est très simple, en fait, Touche pas mon sport s'arrête en cours de saison sur C8. Et à ce moment-là, moi, j'ai ma boîte et donc je facture mes prestations. Donc quand vous arrêtez en cours de saison, c'est zéro. Pôle emploi, ça n'existe pas pour les entrepreneurs. Donc il faut trouver du travail. Donc dès l'annonce, je crois que c'était un lundi férié en plus en novembre ou décembre, en novembre de la fin de cette émission. C'était une quotidienne qui me prenait 100% de mon temps, même 200. Donc j'étais libre. Je terminais à la fin du mois en fait ce contrat mensuel avec H2O. Et donc j'ai tout de suite reçu des propositions d'un côté, aussi de demander à certaines personnes proposer mes services. Et très vite, Pascal m'a appelé en disant mais moi j'ai besoin d'un co-présentateur, quelqu'un qui anime l'émission avec moi. Je pense qu'on ferait le duo sans problème. Et ça a démarré assez direct, peut-être 15 jours après comme ça. Et j'étais ravi parce que, je revenais au sport plus sérieux totalement. Je revenais en chaîne info, je connais les fonctionnements de chaîne info pour avoir bossé à LCI. Et 3, après l'animation du 20h foot pendant 1 heure, vous avez la présentation du JT de sport de la nuit à 23h jusqu'à 5h du matin, donc qui est rediffusé. Donc c'était aussi un exercice de présenter un JT de fin de journée comme ça, de sport, un petit résumé de 5-10 minutes d'infos. Donc tout ça était parfait en fait pour moi et ça s'est enchaîné directement. Tout comme la chaîne YouTube First Team qui se crée à ce moment-là, qui cherchait quelqu'un pour son émission NBA et puis foot, et qui derrière, parfois les astres ils sont bien alignés. Et donc parfois on me demande comment t'as fait, les astres ils s'alignent, les portes parfois se ferment. Il y en a face à une porte fermée, ils vont dire putain je l'ai prise dans la gueule, merde, tiens on va aller boire des coups et c'est dramatique. Et il y en a d'autres un peu peut-être plus comme moi qui disent oh c'est normal qu'elle soit fermée, ça c'était pas pour moi. Et il y en a une autre qui va s'ouvrir et ça va être très cool. Donc voilà, et j'ai enchaîné comme ça, ces news. Donc sur YouTube aussi, nouvelle aventure, et comme je le disais depuis 10 piges, j'y croyais à fond, YouTube, donc ça le prouve parce que là, cette chaîne d'émissions sportives, elle cartonne, elle se développe avec du cyclisme, du rugby et de la F1 depuis peu, alors que c'était que foot et NBA à la base, et donc ça existe, et C8 ensuite a recréé d'autres émissions auxquelles j'ai participé jusqu'à aujourd'hui avec C'est que de la télé, donc le mécanisme, il était enclenché, et voilà. Donc aujourd'hui, quand tu fais ta chronique sur LCI le matin, je suppose qu'ils t'ont proposé ça sur CNews, pardon. Ils t'ont proposé ça à la suite. Ouais, ça s'est enchaîné, ouais. À la fin d'une saison en fait de 20h foot, l'équipe de la matinale se recrée. Et ils voulaient une nouvelle bande avec Thierry Moreau aussi qui a été appelé, etc. Et voilà. Et ils m'ont dit, toi avec toutes les petites images que tu as, les petites histoires, t'aimes raconter ces histoires-là du sport. Nous, les tableaux, tout est sur les mobiles maintenant, là, tout le monde reçoit les notifications. Donc ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui accroche par des coulisses, par des petites images, par le résumé du match de la veille, mais aussi le petit plus. Et j'ai dit, ouais, ok, on fonce en matinale. C'est l'inverse complet au niveau des horaires. Tu te lèves à 3h30. Mais j'ai dit, pourquoi pas, on verra combien de temps je tiens. Et en fait, tout se goupille bien parce que le matin, maintenant, je me lève. L'après-midi, il y a C8. Le midi, parfois, donc une fois par semaine, il y a First Team, c'est en direct avant le replay. Donc en fait, j'ai réussi à faire que cet emploi du temps s'imbrique parfaitement. Tu as réussi à bien t'organiser à ce moment-là. Et ça, oui, il faut s'organiser par contre. Et un truc, moi, une question que je me pose, c'est que tu es sur C'est que de la télé. Sauf que C'est que de la télé, c'est une émission divertissement complète. Il n'y a pas du tout de sport en général. Ouais. Très peu. Alors, est-ce que toi, aujourd'hui, tu voudrais complètement rester dans le sport, partir complètement vers du divertissement ou continuer à faire les deux et t'essayer dans plusieurs exercices en télé? Il y a un directeur de chaîne qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps, en parlant avec moi. Et en fait, je kiffe
faire plein de choses. Je kiffe rencontrer des gens différents. On a un psychologue sur le plateau de C'est que de la télé. Parce que tu dis que c'est tout divertissement, parce que c'est vrai qu'on traite l'info beaucoup avec le sourire, mais tous les sujets parfois sont pertinents, informatifs et souvent même très dur. Donc en réalité, même si parfois on termine avec une petite vanne et qu'il y a une super vraie ambiance qui est pas fake du tout sur le plateau de C'est que de la télé, il y a une base info qui me plaît beaucoup. Parce que déjà dans LCI est à vous, comme je le disais sur LCI, on était dans cet infotainment, infodivertissement où on informe et derrière on peut diffuser une petite vidéo rigolote. Donc aujourd'hui, j'adore animer chez First Team, j'ai mon plateau. On rigole. J'adore être chroniqueur, apporter une info en plus. J'ai des coulisses, j'ai des potes qui sont joueurs de foot qui me filent des infos et voilà. Et aussi, j'adore faire sourire Valérie en étant dans cette position où j'ai pas la responsabilité de l'émission comme elle l'a, mais je suis dans mon rôle et un autre rôle. Et mine de rien, c'est aussi le métier qui rentre. Voilà, j'ai que 34 piges. Moi, je suis pas pour les gens qui ont les dents qui rayent le parquet, qui veulent tout faire. Quand on me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, franchement, j'ai pas d'idée. Chaque année à la télé, ça change. Donc, il y aura peut-être de nouveaux projets, peut-être plus, peut-être qu'on lancera une émission ensemble. Non, mais il peut se passer plein de choses et c'est très dur à prévoir. Donc, celui qui dit « ouais, je veux présenter le 20h », mais dans 10 piges, ça se trouve, les 20h n'existeront plus, ce sera une autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Tu présenteras ton 20h chez toi, dans ta chambre, si tu veux. Mais... Exactement. Alors, mais est-ce que, quand même, au niveau de l'avenir, tu as une ambition d'avoir ta propre émission en tant qu'animateur, même producteur? Est-ce que c'est une partie que tu as en tête ou pas du tout? Moi, ma société, je l'ai montée en tant que société de production. Donc, il y a cette idée en tête, en effet. J'ai toujours eu, via mes études, l'âme business. Donc, je gère ma petite entreprise où je suis tout seul. Mais je ne m'interdis pas, en effet, de l'élargir, de créer mes productions. Pourquoi pas de produire mes émissions et pourquoi pas via YouTube si les télés y croient pas et comme je le disais des rendez-vous avec des sportifs. Mais aujourd'hui, je peux pas prévoir. Si quelqu'un me dit non mais j'ai envie que vous présentiez à deux, non j'ai envie que tu sois sur le terrain pour faire une émission sur du terrain. Si moi j'ai l'idée moi-même de faire autre chose, je me l'interdis pas. Donc je kiffe animer. Je kiffe chroniquer, mais ce que j'aime surtout, et ça c'est pas des conneries, c'est l'adrénaline des quotidiennes, c'est cool, voilà, tous les jours ça change, et 2, les aventures avec des gens que je kiffe. Et en fait, j'essaye de ne pas bosser ou rencontrer des gens que je ne kiffe pas. Donc quand je vais dans des endroits, quand j'accepte finalement une mission, j'ai la chance, parce que là aujourd'hui je travaille à pas mal d'endroits et c'est le jeu qui fait ça, même si encore une fois une grosse précarité, les émissions peuvent s'arrêter du jour au lendemain et j'aurai zéro. J'essaye d'être avec que des gens où j'ai des bonnes ondes, je kiffe. Toi tu m'as demandé qu'on se rencontre, qu'on fasse un truc, j'ai dit ouais il a l'air cool, on va se faire le truc avec plaisir. Si ça ne matche pas, je dis non, et voilà, et chacun fait sa route et ça ne veut pas dire que je peux me tromper aussi. Mais aujourd'hui Valérie Benaïm c'est une rencontre incroyable. Chez First Team on est une bande de potes, chacun sa personnalité, chacun apporte son truc, c'est beaucoup moins rigoureux qu'en télé, mais justement c'est aussi ce que les gens veulent. Et sur CNews, il y a des gens, pour que je me lève à 3h30 du mat, il faut que les gens soient cool. Sinon, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est aussi une famille. Alors tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de formats différents, sur beaucoup de plateformes différentes. Est-ce que tu as un modèle en télé au niveau soit chroniqueur, soit animateur, dans n'importe quel type d'émission, où tu t'es dit, voilà, j'aimerais pas devenir comme lui parce qu'il faut avoir sa propre personnalité, mais lui ressembler et au moins essayer d'avoir sa carrière? Alors là, le truc, on est chez lui et tout, mais ça fait faillot, mais dans l'énergie, je connais Cyril Hanouna depuis Comédie, où je le voyais déjà chez KDO, etc. Il m'a toujours marqué, avant même de le connaître, avant même de le côtoyer, avant même de l'avoir en boss. Donc Cyril Hanouna, dans l'énergie, dans la réactivité, dans la capacité à bosser sans prompteur, à être en one-man show permanent, incroyable. J'essaie de comprendre comment il fait, les clés, et essayer de voir aussi comment il bosse, etc. Donc ça, c'est une façon de voir les choses, mais moi à la base je suis quand même journaliste, j'ai pas ces capacités de comédien ou de faire rire à ce point-là, donc on essaie juste de s'inspirer d'une partie, de prendre un petit bout. Valérie Benaïm, c'est l'empathie incroyable, toujours les bons mots, elle sait mettre les gens à l'aise, et ça pour moi c'est le cœur aussi de nos métiers, c'est mettre tout le monde à l'aise, que tout le monde soit le meilleur possible pour que le tout, comme au foot, ça fasse un jeu collectif magique, quoi. Et ça parfois il y a des présentateurs qui tirent que eux leur épingle du jeu, trop.
Il y a un juste milieu, je pense, à trouver. Et derrière, les autres s'expriment mal, comme un match de foot. Si Neymar, il dribble tout le monde tout seul, tu vas pas y arriver, mon pote. Bah voilà, ça c'est pareil. Et donc, tous les gens que j'ai croisés m'ont apporté, et c'est pas faux. Même Pascal Praud, tu vois, je pourrais ne pas le citer parce que les gens, il y a des articles des bien-pensants qui disent Pascal Praud, il est polémique, il est si. Il m'a apporté plein de trucs. En un an à 20h foot, j'ai compris en effet que parfois il se mettait en danger pour réveiller le plateau, qu'il fallait parfois piquer un invité parce que là on allait le faire se révéler. Et il m'a appris au jour le jour plein de choses différentes. Donc j'essaie de prendre à chacun, et c'est un peu nul de ne pas en citer d'autres parce que avec tous, même à TF1, j'ai encore plein de potes là-bas, je me suis dit tiens, lui il est bon là-dessus, ah ouais, ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé. Voilà, il faut, je pense, piocher à droite à gauche de son vécu, mais après en autre nom, qu'est-ce que je peux te sortir? Qui d'autre j'ai côtoyé? Christian Jean-Pierre, humainement, ça m'a montré qu'il n'y avait pas que des cons à la télé, ou des hypocrites qui te tapent dans le dos et te font des bises, alors qu'en fait ils connaissent rien de ta vie. Et Christian Jean-Pierre, vrai gars, et voilà. Très bien. Alors, il y a une dernière question que je vais te poser. Toi qui adores le sport, qui fait ton métier aussi par rapport à ça, hein, quel est pour toi le plus grand sportif dans le monde entier que tu as préféré, pour lequel tu as le plus vibré, qu'il soit français ou non, dans n'importe quel sport? Alors là, il y a plein, beaucoup d'affiches. Il y en a plein qui s'entrechoquent, ouais. Il y en a plein qui m'arrivent en tête. Je vais te décevoir parce que j'ai envie d'en citer 2-3, tu vois. D'un côté, moi en NBA, en basket, je suis génération Kobe Bryant, qui est un soliste et à la fois qui a gagné des titres collectifs, qui est pour moi un monstre de travail comme personne. Et donc j'ai Kobe très très fort en moi, en modèle de travail, de mec, voilà, la Mamba mentality, c'est quelqu'un qui lâche rien et tout. Et ça, moi, pour avoir été sportif, je le comprends totalement dans l'esprit de compétition, qui me sert aujourd'hui dans le monde du travail, dans tout. C'est vraiment se relever, très jeune, on te met des bâtons dans les roues, et ben tu continues, tu fonces, tu crois en toi. Ça, il y a un côté Kobe Bryant que j'adore. Il y a l'histoire de vie incroyable de Mike Tyson. Alors aujourd'hui, c'est un boxeur que moins de gens connaissent et ils voient Mike Tyson ce qu'il est aujourd'hui, mais même sur les planches, parfois en one-man show. Mais Mike Tyson, c'est une vie, mais complètement décousue. Je crois que c'est son père qui devait être proxénète, ou sa mère entre la drogue et la rue aussi. Et ce mec s'en sort, aidé par un monsieur qui aussi, je crois, va l'entraîner. Lui était colombophile, il adorait les pigeons sur les toits à New York. Donc il a une vie, son livre est... Je suis pas un émotif, il m'a filé la larme à l'œil, tellement une brute épaisse comme lui vient de nulle part. Et Mike Tyson, sa vie, c'est l'explication de ses morsures d'oreilles, il y a des explications à tout en fait, c'est pas un cocaïnomane, voilà, il y a des raisons à tout. Et donc comprendre l'être humain, qui est à la fois le sportif de génie, ça, si je pouvais l'interviewer, Mike Tyson, ce serait vraiment un surkiff. Et ensuite, je suis pas en train de citer de footballeurs parce que j'ai plein de footballeurs que je surkiffe ou que j'ai kiffé dans les années 90, mais voilà, c'est pas forcément au niveau des personnes, c'est au niveau du jeu, c'est au niveau de l'émotion qu'ils ont pu transmettre. Après, en autre sportif, mais là maintenant il est plus en passe de devenir président des États-Unis qu'un nouveau grand sportif, c'est The Rock, qui est aujourd'hui comédien. Et en fait, moi j'ai vu un de ses premiers combats de catch en 97 de mémoire, parce que mon frère fait du catch, mon grand frère, il vit aux États-Unis, et donc j'ai toute une relation avec le catch où j'ai très tôt compris que c'était un sport-spectacle, un théâtre sportif de cascadeurs, non compris en France. Et du coup, j'ai tout de suite adhéré à The Rock, qui est dans le show sportif et dans un personnage avec une aura, avec un franc-parler, une parole incroyable. C'est du coup un des mecs les plus suivis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est un monstre médiatique aux États-Unis, il peut faire trembler n'importe qui. Et The Rock, c'est aussi une personnalité que j'aimerais rencontrer, parce que c'est un mec différent. Voilà, aujourd'hui, il fait vivre des centaines de familles. C'est une multinationale à lui tout seul. Et ouais, ce personnage particulier que j'ai vu grandir, il s'appelait sur le ring à l'époque Rocky Maivia. C'était un tout petit, voilà, qui venait de loin. Et il a eu des gros échecs en football américain qui l'ont fait grandir aussi. Et derrière, il est devenu ce qu'il est. Donc voilà, 3 persos totalement différents. Bon, 3 Américains par contre. Ouais, mais grand fan de Roberto Baggio, grand fan de
qui d'autre J'ai aimé Fernando Redondo, l'Argentin, qui a aussi une histoire assez incroyable. Là, c'est dans le foot. Et voilà. Bah, merci en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Continuer de kiffer. Et c'est tout, voilà, que ce soit ici ou ailleurs, dans ce métier-là ou dans autre chose aussi, et de rencontrer que des gens toujours bien et bienveillants, et qu'on continue d'avancer tous ensemble, et voilà, c'est tout. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était Bon cool. courage. C'était cool.